Monsieur Gomas, vous allez nous parler des pratiques de sédation. Je vous présente en quelques mots. Vous dirigez l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Sainte-Périne à Paris. Vous êtes aussi un épinier du mouvement de soins palliatifs, un des fondateurs de la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, et vous êtes spécialiste de la douleur. Vous avez été également régulièrement consulté pour l'élaboration des textes fondamentaux sur la fin de vie. Et en même temps, vous tenez à votre rôle de clinicien, vous l'avez répété, voilà, au fait que vous voyez des malades tous les jours, et d'ailleurs vous ne pourrez malheureusement pas rester cet après-midi avec nous parce que vous avez une défection et que vous devez repartir dans votre service. Vous vous êtes aussi défini comme un empêcheur de soigner en fond, alors vous nous en direz peut-être un petit peu plus. En tout cas, sur cette question absolument cruciale de la sédation, qui n'est pas une pratique nouvelle, nous sommes assez curieux d'être éclairés, surtout à l'aune des débats qui traversent le pays aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette invitation et c'est assez formidable cette rencontre entre Louis Cubassel et moi, puisque lui s'occupe de patients jeunes qui ont des cerveaux en difficulté et moi je m'occupe de patients jeunes aussi de temps en temps, mais surtout de patients plus âgés et qui ont des maladies graves, mortelles, que plus personne ne peut guérir. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on a des accents, sans avoir travaillé ensemble encore, j'espère que ça va venir, on a des accents communs et on parle de la décision et du centrage malade exactement de la même manière. Et ça, c'est vraiment assez magnifique. Respirer, c'est pas vivre. Nous autres, les personnes âgées, c'est plus reconnaître ses enfants, plus manger, plus savoir qui on est, qu'est-ce que c'est vivre. Et c'est toute la difficulté de ce qu'on appelle le symptôme insupportable. Beaucoup de gens, beaucoup de médias disent un tout petit peu, mélangent un tout petit peu les choses sur ces actions. Je vais être gentil, on appuie sur le bouton vert, j'imagine. Non. Sur le bouton droit. Et de quoi parle-t-on? Anxiolyse ou sédation, première ambivalence. De quoi parle-t-on? Sédation terminale ou sédation en phase terminale. C'est évidemment pas du tout la même chose. En sédation terminale, ça sous-entend que vous supprimez la vie de relation du sujet et sa vie peut-être tout court après, alors que la sédation en phase terminale, vous supprimez la sensation qu'il a de ses symptômes quand il est en phase terminale. C'est évidemment pas du tout la même chose. Et ces symptômes insupportables, lesquels sont-ils? Je n'en ferai pas la liste, c'est impossible aujourd'hui, bien sûr, mais voilà des questions qu'on entend toute la journée. Et avec beaucoup de violence et d'ambivalence parce qu'il y a des problèmes de définition qui se posent sans arrêt. Donc très rapidement, je vais faire quelque chose d'assez précis sur le plan médical. D'abord, n'oublions pas que la sédation en phase curative, et Louis Cubassel fait ça toute la journée, ce n'est pas seulement pour la fin de vie. La réanimation a fait un progrès extraordinaire en pouvant sédater les malades pour les adapter aux thérapeutiques qui nécessitent que le patient soit complètement compliant aux thérapeutiques qu'on lui inflige ou qu'on lui donne. Donc, la sédation profonde d'un patient peut se concevoir dans les situations curatives, notamment les adaptations à la ventilation, pour toutes les situations de trauma, réa, choc, etc. En phase palliative, lors des détresses en phase terminale, ces fameux symptômes insupportables, et vous imaginez immédiatement que tout ça est subjectif. Quand est-ce qu'on est en symptômes insupportables de fin de vie? Quand est-ce qu'on n'est pas en symptômes insupportables et qu'on les supporte encore? Il n'y a pas de dignitomètre. Il n'y a pas d'indice de supportabilité qui soit objectif. Et quand on voit les dérapages de nos amis belges, par exemple, qui euthanasient des gens qui arrivent avec leur attaché de caisse en costume et qui sont euthanasiés le lendemain, évidemment, le symptôme insupportable, on a du mal à le reconnaître. Et puis, en cas d'euthanasie, parce qu'une euthanasie bien contrôlée est une euthanasie sédatée, il n'est pas raisonnable d'asphyxier des patients en pleine conscience, comme malheureusement on le voit encore des tableaux regrettables. Donc, la sédation, et là je le rejoins complètement Louis Cubassel, on est dans la responsabilité. Nous sommes des décideurs. Moi je décide tous les jours des actes, tous les jours des choses qui sont des changements stratégiques et des tournants pour le patient. Bon, je suis mal payé d'ailleurs, mais je suis payé pour ça. Hein. Et c'est ma responsabilité. Je revendique cette glorieuse responsabilité médicale qui donne des plaques d'eczéma à certains journalistes qui ne supportent pas le pouvoir médical, mais pas toi, Marie. Et les citoyens, je dirais. Et aux citoyens aussi. Et donc il y a un problème d'intentionnalité. L'intentionnalité qui fonde la responsabilité juridique et éthique. La
l'intentionnalité cruciale dans mon processus de sédation, cruciale dans mon respect de l'autre. Et on le voit bien ainsi constamment, c'est un point commun entre l'occupation et moi. Donc on est dans l'ordre de la décision et donc de l'éventuelle culpabilité. La culpabilité, quand il n'y a pas de limite, il y a culpabilité. Une phrase importante pour professionnel de santé. Quand il n'y a pas de limite, il y a culpabilité, comme le disait Michel Legrand. Et pour être serein dans mon devoir d'humanité, je dois avoir des outils de décision. Nous avons publié par exemple une méthodologie de prise de décision qui nous sert de guideline, qui ne nous empêche pas les erreurs sans doute, mais qui nous sert de guideline, qui est un outil référencé. Et puis, on doit travailler sur notre lien humain avec l'autre. On est là au service de cet autre. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il dit, quel est son désir, jusqu'où je peux aller, comment pallier, tout en palliant sans trop pallier. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui ne pourra jamais être mis en loi, en code, en grille et en chiffres. Il y aura toujours une part d'impondérable et de mystère. L'euthanasie, ce n'est pas la sédation, et devant Patrick Versteren, qui a publié ça il y a bien longtemps, l'euthanasie, c'est l'acte délibéré d'un tiers qui entraîne la mort d'un malade. L'Observatoire national de la fin de vie a rajouté sur sa demande, comme les Belges et les Hollandais. Mais la sédation, c'est pas l'acte délibéré qui entraîne la vie d'un malade, c'est atténuer un symptôme insupportable. La phrase est très longue, elle fait 2 diapos, lisons-la ensemble. La sédation en phase terminale pour détresse, c'est la recherche par des moyens médicamenteux d'une diminution de la vigilance, pouvant aller jusqu'à la perte de conscience. Dans le but de quoi? De faire diminuer, disparaître la perception d'une situation vécue comme insupportable par le patient. Et moi, ils peuvent encore le dire, ou les familles peuvent le dire, dans les patients dont lui peut s'occuper, ils peuvent plus le dire. Et ça, c'est un problème éthique qui a été évoqué. Et ces moyens médicamenteux, alors que tous les moyens disponibles et adaptés ont été proposés et ou mis en œuvre, et qu'on n'arrive toujours pas à obtenir le soulagement escompté. C'est ça la sédation en phase terminale. C'est pas autre chose. C'est pas la sédation pour contenance personnelle de quelqu'un qui n'aurait pas de maladie. À ce moment-là, c'est un suicide assisté. Et le suicide assisté, c'est le champ contigu à l'euthanasie. Bien entendu, il y a un gros papier qui sort dans quelques semaines sur ce sujet. On redéfinit tout ça avec un tableau entre l'homicide, le suicide assisté, l'euthanasie, sur demande, pas sur demande. Tout ça sont des situations qui, à chaque fois, ont leurs caractéristiques. Donc, sédation, c'est pas euthanasie. Et la publication de la SFAP en 2010 a répertorié 3 niveaux de sédation. Le premier niveau, je ne sais pas si vous l'appelez sédation, c'est en fait une anxiolyse. C'est le malade reste réveillable, on atténue sa perception. Le deuxième niveau, c'est la perte de conscience provoquée. Il faut savoir quand même que le mouvement des soins palliatifs, Michel Salamagne, il y a 25 ans, on a publié un des premiers papiers sur le sommeil induit, comme on disait à l'époque. C'est Benoît Buregoa qui, en 92, a fait la première publication nationale au Congrès national sur les sommeils induits par les benzodiazépines. 92, on est en 2014, donc on a un gros recul dans le mouvement des soins palliatifs sur ce pensée de la sédation. Deuxième stade, sédation intermittente. Troisième stade, sédation prolongée, peut-être irréversible, pas toujours, on ne le sait pas toujours à l'avance. Par exemple, quand vous une détresse respiratoire asphyxique, vous faites dormir un patient qui est dans un état désespéré sur le plan respiratoire. Il y a quelquefois des patients qui se stabilisent et qui se réveillent et qui revivent quelques jours. La plupart des patients décèdent après cette sédation initiale. Ce qui fait la différence entre ce niveau de sédation, c'est les conséquences sur la communication et l'alimentation. Parce que quand vous dormez 1 jour, 2 jours, vous ne pouvez plus communiquer et plus manger. Et pour quels symptômes? Insupportable. Qui dit que c'est insupportable? Chacun d'entre nous, nous avons notre échelle intérieure non publiée, non validée, d'insupportabilité d'existence. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous, nous avons un bib, un bonheur intérieur brut. Comment va votre bib ce matin? Le bonheur intérieur brut, la meilleure formule pour parler de notre qualité de vie. En fait, cet assemblage complexe d'histoires, de psychisme, de vie, de corps, de désir, d'amour et de frustration, c'est notre bonheur intérieur brut. Ça n'a rien à voir avec le bout de temps, hein. On a publié un édito là-dessus il y a 10 ans. Bonheur intérieur brut. Et pour qui? C'est pour le patient. Parce que si on écoute les familles dans les maisons de retraite, environ 15% des familles demandent actuellement des raccourcissements de fin de vie des patients, tellement la démence, l'agitation, les syndromes psychocomportementaux sont insupportables. Donc, on voit bien qu'il y a un vrai travail éthique
d'information du public, de formation des professionnels de santé sur qui c'est insupportable, comment on en parle, comment on le met en mots. Alors, il y a plein d'études, je passe rapidement, tous les symptômes répertoriés dans la première étude prospective, qui date de 20 ans, et puis les symptômes à domicile, dans le premier bouquin sur les soins palliatifs à domicile. On ne peut pas faire la liste. On ne peut pas faire la liste. Donc ça va être notre responsabilité au quotidien d'identifier les 3 grands groupes de raisons pour lesquelles on va s'aider des patients. Premier groupe, les situations aiguës à risque vital immédiat, la détresse respiratoire, l'hémorragie cataclysmique. Très peu de patients demandent à rester conscients. J'en ai vécu quelques-uns, la plupart demandent à dormir. Symptômes physiques réfractaires. Le deuxième grand groupe, la douleur vécue comme insupportable. La méningite carcinomateuse qui, malgré des doses phénoménales, continue à être traversée par des piqûres insupportables. Un certain nombre de situations, les nécroses, enfin je ne vais pas faire un catalogue d'horreur pathologique aujourd'hui, il y a plein de patients qui, même en unité de soins palliatifs, l'université de niveau 3, ont toujours des douleurs résiduelles et ont toujours de la souffrance résiduelle. On ne peut pas être à zéro douleur, on ne peut pas être à zéro souffrance. Le tragique de la fin de vie n'est pas gommable aussi facilement, hélas. Et le troisième grand groupe de sédation, c'est là où on a beaucoup de travail, beaucoup de difficultés, c'est les situations complexes, où la réponse ne peut se réduire au seul domaine médical, les détresses persistantes, les demandes d'euthanasie réitérées, les désespoirs sans fond, les conflits qui viennent compliquer des situations de misère terrible où les patients nous disent non, ça suffit, je ne veux plus sentir, je veux dormir. Dormir jusqu'à quand? Dormir combien de temps? Dormir pour faire quoi? Donc il y a des recommandations de l'ASFAC, notre sainte mère à tous, avec la haute autorité de santé, pardon, j'oubliais, notre grand-mère à tous. Les recommandations de l'ASFAC, on a donc des recommandations qui reposent essentiellement sur les vasodiazépines injectables. Moi je rajoute en grade C les vasodiazépines, les autres et les neuroleptiques, puisque à domicile et dans certains établissements, le midazolam n'est pas disponible, on peut donc sédater des patients avec d'autres choses. Et on avait publié dans la revue du praticien plusieurs grands types de médicaments disponibles partout qui peuvent permettre de faire dormir des patients dans des symptômes insuffisants. Et les recommandations de l'ASFAC identifiaient la compétence, l'organisation, l'anticipation, l'information, le contrôlement. On passe la journée entière là-dessus. Je vous renvoie de cette lecture, les pratiques, la décision avec un outil si possible. Choisir le sédatif, poursuivre les mesures d'accompagnement, ne jamais abandonner le patient, ne jamais abandonner la famille. Des heures et des heures et des heures d'entretien familiaux sont nécessaires pour accompagner ces situations. Et on a vu récemment que même des heures d'entretien familiaux ne suffisent pas à éviter les ennuis. Un syndrome réfractaire en phase palliative peut être une indication de sédation intermittente ou transitoire. C'est publié. C'est notre socle. Et on le fait, allez, 1 ou 2 fois par mois dans le service. Sur 230 hospitalisations par an, on doit faire à peu près une dizaine de sédations profondes, définitives, organisées, tracées dans le dossier, avec une décision de date, etc. 1 ou 2 par mois. Cependant, attention, lors de l'arrêt des traitements de suppléance vitale chez un patient cérébro-lésé, l'impossibilité d'évaluer un état de souffrance peut justifier la mise en place d'une sédation, mais qui n'est pas toujours indiquée lors de l'arrêt de l'alimentation, l'hydratation. Je vous laisse détailler ces articles. En tout cas, n'oublions pas que la sédation n'est pas une réponse adaptée à la demande des proches et des professionnels d'accélérer la survenue des décès lors d'une phase terminale qui se prolonge. Nombre de familles nous demandent d'accélérer la fin de vie, mais les patients non. Avec cette histoire célèbre, notre première plainte en unité de soins palliatifs, c'est une fille qui voulait euthanasier, faire disparaître sa mère des premières hospitalisations en disant « Ma mère ne peut plus vivre, faites-la dormir. » On rentre dans la chambre de la dame, on dit « Vous voulez? Pas du tout. Je suis très bien. C'est-à-dire, j'ai plus mal, merci docteur. » Le lendemain, même question, vous voulez ne plus vous réveiller, madame? « Oh, mais pas du tout, c'est ma fille qui dit ça, mais moi je suis très content d'être là. » Et la fille nous a attaqué. Portez plainte pour non-respect de l'honnêteté. Vous n'avez pas fait mourir ma mère assez vite. Donc, je vous attaque. Oui, tout est possible. Si vous voulez nous joindre et si vous voulez télécharger nos publications, voici le site du service. Je vous remercie.